Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette session de présentation et de codage en Delphi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne le Starter Kit pour créer des jeux vidéo que j'ai officialisé la semaine dernière sur la conférence Live Days of Summer, avec le codage un petit jeu juste derrière la petite présentation. On va juste regarder les bases, on basculera dessus toute la semaine et probablement la semaine suivante sur des petits jeux, histoire que j'ai des exemples à montrer dans le dépôt de code. C'est à partir de là qu'on va faire joujou aujourd'hui et puis les jours suivants. Donc je vais commencer par rapatrier ce dépôt-là sur mon ordinateur à partir du dépôt de code, comme ça je vais m'assurer que tout y est correctement installé. Et puis on va suivre les étapes pour créer un jeu derrière, une fois que ce sera fait. Alors allons-y, petit coup de Git. Alors ici, alors j'ai déjà le truc évidemment parce que je pose dessus, donc c'est de la triche, mais on va aller là, projet nouveau, je le rapatrie. Alors si vous faites un zip plutôt que Git pour descendre les trucs, vous aurez la partie lib externe à remplir à la main, comme d'habitude. J'ai mis la liste des dépôts à télécharger, donc là pareil, vous téléchargez le zip et puis vous mettez le contenu du zip dans le dossier qui est indiqué. Évidemment, je recommande plutôt de passer par Git pour récupérer les trucs, donc vous faites un fork ou vous copiez le truc directement sur l'URL comme je viens de le faire. À partir de là, ce lien-là, ou le zip si vous voulez le zip. Browse, hop, et donc là on va le stocker sur Gamolf. FMXTM Starter Kit. Je sais pas pourquoi je mets un T systématiquement à Kit. Avec la partie récursive parce que j'ai les sous-domaines à rapatrier. Si ça marche pas en récursif, il y a juste les commandes à taper à la main après. Parce que de temps en temps, les liens sont un peu trop longs selon l'arborescence sur laquelle on est. Mais alors, au moins, il fait tout le nécessaire et donc je me passe sur la branche main parce que je vais remonter des mises à jour après. Alors, j'ai créé mon dossier ici, je vais remettre ça dans chat, et je vais virer celui-là. Voilà, alors juste par rapport à ma présentation, j'avais mis le PDF, j'ai fait deux versions sur le dépôt de code de la présentation, une française, une anglaise. On va plutôt partir par les images. Vous avez les slides et le fichier, normalement. Ouais, je vais passer par mon lecteur de mon afficheur d'images. Ce sera plus simple dans les programmes, dans OneShot Tools. J'avais rajouté un show quelque chose, image full screen, qui est juste un truc d'affichage des images d'un dossier, qui me sert pour les enregistrements de vidéos et les présentations maintenant. Ça m'évite de passer par le PDF. Donc, on va se parcourir les slides rapidos, et puis ensuite on va passer à la pratique. Évidemment en français sur ce coup-là. Sans le nom de l'image. Donc c'était une présentation pour le Live Days of Summer, hein. D'où la présentation du truc. Globalement, vous avez mes liens. Donc on va voir pourquoi il faut coder des jeux, pourquoi coder des jeux, pourquoi le faire sur Delphi, pourquoi en faire Monkey, pourquoi utiliser Skia, et ce qu'il y a dans Delphi Game Engine qui est le dépôt sous-jacent de Starter Kit, et le Starter Kit derrière. Je sais pas si la musique s'entend, non. Donc globalement, en guise d'intro, je rappelais que beaucoup de développeurs de ma génération, et probablement de la vôtre, ont commencé à faire de la programmation pour faire des jeux, avec des livres, des tutoriels, ou selon les étapes et l'ancienneté des vidéos sur internet, des tutos ou des bouquins, hein, puisque à mon époque on apprenait en prenant des livres et en recodant ce qu'il y avait dedans, en retapant les listings. Donc globalement, on a un certain nombre à avoir commencé en faisant des jeux plutôt que des applications de gestion. Ceux qui démarrent en école sont plutôt sur des applications de gestion de base, donc base de données, trucs comme ça. Globalement, faire des jeux, c'est quand même plus intéressant que de faire des tableurs. Et ça met en œuvre plein de choses qu'on utilise dans des programmes plus classiques, notamment ce qui est sécurité de données, optimisation et vitesse du programme, bonne gestion de la mémoire, interaction avec les utilisateurs, et puis l'expérience et l'interface utilisateur, pour rendre des choses le plus simples à utiliser, les plus pratiques possibles derrière.
Donc le langage Pascal et l'object Pascal permettent de tout faire d'une manière générale, hein, que ça va des compilateurs, drivers jusqu'aux logiciels qui manipulent, qui paramètrent des feux d'artifice sur les chutes du Niagara ou qui fonctionnent dans des boîtes noires d'avions. Enfin, il y a vraiment de tout. Et évidemment, driver d'imprimante, logiciel pour imprimer, pour faire de la musique, pour faire des fontes. On retrouve des logiciels en Pascal et en Delphi un peu partout. Qui ne l'assument pas, mais peu importe, on en retrouve partout. Et le codage en Pascal est simple. En tout cas, il a été fait pour ça au départ, pour l'apprentissage. Du coup, sa construction, sa lisibilité du code lui-même est censée être facile à prendre en charge, ou plutôt à appréhender au départ. Coder en Delphi maintenant, c'est pouvoir faire du Windows, Mac, iOS et Android, avec les versions gratuites, Community Edition ou professionnelle, Linux avec les versions trial, entreprise, architecte et académique pour l'enseignement. Donc vous avez plein de possibilités avec la même base de code, et on peut aussi faire du web avec, si on passe par des outils, notamment TMS Webcore, AtoZ ou d'autres, qui permettent de faire des sites web. Donc Delphi depuis le début est dans un environnement RAD, on peut s'en servir pour faire des jeux vidéo comme on peut ne pas s'en servir du tout. Il y a plein de moteurs de jeu en Pascal qui fonctionnent sans utiliser du tout les composants. Donc évidemment ça peut servir pour plein de trucs, et là en l'occurrence avec le framework FireMonkey qui est entièrement graphique, ça simplifie pas mal de choses quand on veut faire des jeux et qu'on n'a pas envie de s'embêter à utiliser directement des librairies sous-jacentes, genre OpenGL, SDL 1, 2 et ainsi de suite. Ou Vulkan. C'est FireMonkey qui s'en occupe, puis en l'occurrence ce sera Skia dans FireMonkey qui s'occupera de faire les choses. Donc actuellement dans Delphi, on a de la vaisselle pour faire du Windows pur. Évidemment, si on veut faire des jeux avec des plateformes des smartphones, tablettes, la vaisselle n'est pas adaptée, donc on l'élimine d'office. FireMonkey permet de faire sur toutes les plateformes avec compilateur dans Delphi. Vous avez des alternatives à Delphi, notamment Lazarus, qui se base sur FreePascal et qui a d'autres compilations possibles, notamment vers des consoles, mais moins pratiques à mon sens. Il y a des solutions pour le web aussi, hein, avec TMS Webcore, IntraWeb, UniGUI et d'autres. TMS Webcore étant dans les trois que j'ai cités, celui qui est le seul à avoir vraiment une capacité de faire des jeux, qui pourrait permettre de faire des jeux pour le web, puisqu'en fait c'est un transpiler Pascal vers JavaScript, et il donne vraiment accès à tout. Donc on peut faire jeu avec le canvas de site, comme on peut utiliser directement des librairies comme Phaser ou d'autres, qui sont des librairies JavaScript pour faire des jeux, et on peut les intégrer dans TMS Webcore. On doit pouvoir, j'ai pas essayé, mais on doit pouvoir le faire puisque c'est fait pour, et mélanger des parties d'interface et des parties gaming directement dedans. Donc en ce qui me concerne, comme je veux cibler des vrais compilateurs et des vrais appareils, je ne vais pas cibler du web, donc je vais utiliser FireMonkey. Le choix s'imposant de lui-même par rapport aux fonctionnalités présentes d'office dans Delphi. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres compilateurs plus tard, hein. Concernant FireMonkey, on en est à 5 plateformes, 5 OS, pour les autres on verra. FireMonkey est donc un framework de composants visuels et non visuels. Les composants visuels sont dessinés à partir de styles. En fait, tous les éléments à l'écran sont dessinés à partir de formes basiques ou d'autres composants. On peut entièrement personnaliser le truc, mais du coup, le système de dessin est accessible. C'est beaucoup plus souple que ce qu'on a en VCL. On peut faire des rotations, des animations, des effets. On a tout ce qu'on fait sur des environnements graphiques est faisable en FireMonkey quasiment en standard. On a évidemment accès aussi aux API des plateformes si on veut se les taper. C'est notamment ce que j'ai utilisé pour récupérer les fonctionnalités concernant les contrôleurs de jeu, les joysticks, des pads et autres choses. Et du coup, sous réserve d'avoir développé nos écrans en tenant compte de la taille des écrans, ou plutôt de la possibilité d'avoir une multitude de tailles différentes d'écrans, d'avoir codé en asynchrone et de ne rien faire en bloquant, on est vraiment sur du je code, je compile. Et j'ai pas de particularité à mettre sur la plupart des OS. Alors évidemment, je dis ça, c'est du générique. Si on utilise la caméra, on va être obligé pour Android de rajouter le système de permission, mais c'est géré en standard. Il y a juste à faire le code associé qui est transparent pour les autres plateformes. Si on utilise des contrôleurs de jeu et qu'on veut que le Mac et iOS le sachent quand on publie sur le store,
Il faudra rajouter des trucs dans les personnalisations des fichiers qui sont envoyés à Apple. Évidemment, c'est possible aussi, mais c'est à faire à la main, puisque c'est pas pris en charge en standard. Il y a tout un tas de choses qui sont à faire autour, selon ce qu'on utilise, mais le global, le cœur du code, il est multiplateforme. Et rien ne nous empêche de rajouter des choses en faisant en sorte que ça marche partout. C'est ce que j'ai fait sur la gestion des contrôleurs de jeu. Pourquoi utiliser Skia et Skia for Delphi plutôt que d'utiliser uniquement FireMonkey? C'est que Skia est une librairie basée, enfin Skia for Delphi est désormais installée en standard en Delphi 12, et ça donne accès à plein de choses qu'on n'avait pas jusque-là, notamment les formats récents, du WebP, du SVG, des animations, du Lottie et d'autres trucs, en standard, de l'affichage de PDF si on a envie sur des applications bureautiques. Et dans le cadre des jeux vidéo, on a aussi des shaders qu'on peut intégrer directement dans Skia, donc ils sont interprétés par Skia directement, et plein de choses qu'on peut réutiliser là-dessus. Dans mon cas, j'utilise plutôt la partie SVG pour remplacer tout ce qui est bitmap de multitaille en SVG pur. Et donc j'ai développé des choses autour qui sont dans le Delphi Game Engine. Et puis ça rajoute quelques gains de vitesse en termes de dessin sur le canvas des écrans. Du coup FireMonkey, qui est un peu plus lourd parce qu'il est quand même fait pour des applications classiques, permet de revenir à un niveau qui est suffisant pour faire du jeu. Sur Android, quand on a les versions payantes, on passe sur Vulkan. Quand on est sur les versions classiques, on est sur du OpenGL, WebGL et d'autres... enfin WebGL non, OpenGL, DirectX et d'autres trucs selon l'OS. Côté développeur de jeux vidéo, donc Skia offre un gain de vitesse et un canvas à lui, qui est son canvas, celui qui est utilisé par la librairie Skia, qui ensuite est une surcouche par rapport à des librairies graphiques, comme l'était FireMonkey, mais ça remplace en fait ce qu'il y a dans FireMonkey pour le faire de façon transparente avec autre chose. Et puis du coup, utiliser du vectoriel sur nos logiciels en jeu vidéo comme pour les autres, c'est quand même bien pratique, vu la multitude d'écrans ou de types de résolution qu'on a ciblés. Le projet Delphi Game Engine, en fait, c'est un ensemble de composants, de librairies et d'unités qui vont permettre de faire des jeux vidéo. Donc ça fait 40 ans que je fais de la programmation de jeux, enfin de la programmation tout court. J'ai commencé avec des jeux sur TO7, 10 ans que je fais des trucs dans des game jams. J'avais dû en faire avant, mais j'ai plus les sources où c'était fait sur autre chose. Et globalement, ça fait quand même 10 ans que je le fais assidûment, et maintenant, ça va faire ça 4 ans que je traîne sur Twitch pour faire des lives réguliers, et notamment du codage de jeux. En général, plutôt le dimanche. Donc mon truc, c'est quand même le codage, c'est pas l'utilisation de moteur de jeu, du coup je le fais from scratch en Delphi. Je pourrais utiliser du Pascal Game Engine et d'autres si j'avais envie. Mais j'ai préféré tout redévelopper pour moi par rapport à mes besoins et puis ce que je trouve dans les jeux vidéo. Là en l'occurrence, dans Delphi Game Engine, on retrouve des choses pour faire de la musique, des bruits d'ambiance, la prise en charge des contrôleurs de jeu en standard, mais qui peuvent servir pour autre chose que des jeux, évidemment. Des trucs liés à l'interface utilisateur, et la gestion des scores, et d'autres choses. Évidemment, j'ai une to-do list, une roadmap assez importante globalement de choses à descendre dessus, ou à mettre sur le starter kit dont on va voir le contenu. Donc globalement maintenant tous mes jeux passent par là, et j'ai rajouté des choses derrière. Donc musique, contrôleur, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Non, c'est bon. Oui, gestion du clavier aussi et des contrôleurs de jeu de manière générale, et puis gestion de l'interface utilisateur avec le contrôleur de jeu ou clavier, ce qui n'est pas pris en charge par FireMonkey. Enfin, qui n'est pas totalement pris en charge comme je voudrais dans FireMonkey pour les besoins de certains écrans. Donc j'ai recodé ce qu'il fallait pour pouvoir le gérer d'une façon générale pour tout appareil équipé d'un clavier ou d'un contrôleur de jeu actif. Donc là c'était les liens, vous les avez dans le chat. Que les game snippets, c'est des trucs qu'on avait commencé sur le site d'action 2021 où j'avais fait plein de petits exemples d'utilisation de fonctionnalités, animations et des enchaînements d'écran qu'on retrouve dans des jeux vidéo, juste pour les faire de façon indépendante et montrer comment ça se fait. Et du coup, il y a plein d'exemples dessus. Là, c'était les liens vers mes jeux, donc gamol.fr pour télécharger ceux qui sont compilés, publiés, et le dépôt en dessous qui donne la liste des dépôts de code des jeux dont j'ai ouvert les codes sources sur GitHub. J'en ai une quinzaine en attente.
Le projet Delphi Game Engine, donc les jeux par exemple Unité qui prend en charge les musiques, oui. Alors sur Zikplay par exemple, un lecteur de MP3, j'utilisais ce que j'ai dans Delphi Game Engine pour les musiques, pour la lecture. Et là en l'occurrence c'est ce que j'utilise moi en temps normal, hein, puisque Zikplay je m'en sers au quotidien pour sonoriser un petit peu mon environnement. Voilà, et donc d'une manière générale, ce qui est dans le Delphi Game Engine peut servir ailleurs. C'est ce que je voulais dire par ce slide. Utiliser périphériquement conventionnel, donc on peut s'en servir aussi dans des applications classiques. J'avais fait des exemples début août, quand j'ai installé, enfin quand j'ai codé UI Elements, de manipulation d'interface utilisateur classique avec le contrôleur de jeu. Et je pense que on en fera quelque chose prochainement. Il faut que j'implémente la version Android des contrôleurs et puis après on passera à la Android TV, puisque c'est l'objectif de ce truc là aussi. Maintenant qu'on a des librairies de tout ce qui permet de travailler de base, l'un des points qui me saoulait quand je fais des jeux, c'est de toujours repartir à zéro. À savoir, je crée des écrans en frame, en fiche ou en layout, je gère l'interface, enfin l'enchaînement des écrans, je refais la même chose pour l'écran d'accueil, l'écran de crédit du jeu et ainsi de suite. Et ensuite on s'occupe du jeu. Toute cette phase-là est assez redondante et gonflante, d'une manière générale, hein. Donc il était temps d'avoir un truc qui l'englobe ou qui la masque. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le starter kit. Alors j'aurais pu repasser sur des moteurs de jeu, hein, mais je suis toujours réfractaire à tous ces trucs-là, même si il faudra qu'on s'en fasse quelques-uns pour regarder un petit peu ce qu'ils proposent et puis voir si on peut reprendre des choses. Et du coup, bah, j'ai été parti sur un template, en fait, c'est plutôt maintenant un starter kit avec tout ce qu'il faut dedans. Ou en tout cas, tout ce qui me semble être nécessaire dedans, évidemment, il sera évolutif, et on va faire quelques jeux dessus, et basculer quelques jeux des jours précédents dedans cette semaine et la semaine prochaine. Donc on a le fonctionnement des fiches, des cadres, des layouts. Là, en l'occurrence, les scènes, les différents écrans sont faits sous forme de frame. Et l'enchaînement des scènes se débrouille tout seul, elles sont totalement indépendantes. Il n'y a pas d'injection de dépendance réelle dans les trucs, on peut faire autant de scènes qu'on veut sans que ça touche les autres. Une scène pourrait être réutilisée d'un jeu à l'autre. Évidemment sous réserve qu'elle soit repersonnalisée en termes de look, si vous faites des choses. L'enchaînement est géré, la boucle de jeu est plus ou moins faite ou à faire, à vous de voir. Il y a un truc de base, et il y aura donc des exemples de jeux qui ont différents fonctionnements. Si vous voulez vous en inspirer, les éléments d'interface sont pris en charge. Je propose des boutons graphiques, des boutons vierges à personnaliser, des boîtes de dialogue et d'autres éléments d'interface qui seront rajoutés après, genre des cases à cocher, des trackbars ou des choses comme ça. Le stockage des données du jeu est fait, pour prendre en charge le score, le niveau, et puis 2-3 autres choses. Le stockage des paramètres du logiciel est fait aussi. Je me suis resservi de ce que j'avais déjà fait sur les autres jeux, pour prendre en charge déjà les sons on-off, la musique on-off, le volume, et éventuellement les éléments de l'interface utilisateur. À vous de rajouter ce dont vous avez besoin, hein, c'est tout fait sous forme de classe, donc ça se surcharge, où il y a un mécanisme d'extension selon les cas. Ou copier-coller personnalisé, même si c'est moyen de copier-coller parce que vous ne pourrez pas profiter des mises à jour derrière. Et donc tout ça, ça peut servir pour des game jams notamment, pour démarrer plus rapidement et gagner 2-3 heures sur le week-end quand vous faites des trucs sur un week-end. Mais ça peut aussi servir pour d'autres utilisations, notamment l'exemple que j'ai fait pour la conférence avec un petit programme de quiz, où je me suis servi de ça juste pour les différents écrans. Et la mécanique du quiz elle-même, elle est dans un seul écran, donc j'avais pas besoin de refaire le reste. Tout ça, ça trotte dans ma tête depuis pas mal de temps, hein. J'avais déjà développé sur plusieurs mois, voire années, un template lors de déplacements en train. Ce template, je vous en avais parlé quand j'ai fait le développement de Memory, devenu Perpix à cause des droits sur le terme Memory. Vous avez les rediffs sur Serial Streamer si vous voulez les voir. Et le jeu vidéo Perpix est disponible sur gamolf.fr, en perpix.gamolf pour Windows, Mac, iOS et Android. Du coup, ce starter kit, il avait servi qu'une fois. J'avais envie de faire quelque chose ce template, parce que là c'était vraiment juste des pages à repersonnaliser. Là je suis plutôt parti sur un truc un peu plus évolué et moins dépendant d'un fonctionnement de base. Alors j'y grefferai pas un moteur de jeu dedans, hein. Je vais juste faire des exemples de jeux dessus. Et je ne ferai pas un moteur de jeu de FPS en 3D, un moteur de jeu d'arcade et ainsi de suite.
c'est à vous de le coder si vous avez envie, ou de repartir sur d'autres trucs pour le faire. Vous avez le lien ici, dans Twitch, c'est .GSK pour Gamolf FMX Game Starter Kit, pour la commande. C'est donc un projet sous FireMonkey avec des exemples, et des unités qui sont réutilisables ou personnalisables. Il évoluera en fonction des besoins des uns et des autres, donc n'hésitez pas si vous avez des demandes particulières à me les transmettre sur des pots de code ou ailleurs, enfin, idéalement plutôt sur des pots de code en GitHub issue. Sont prévus de la doc, des vidéos et pas mal de démos, et évidemment la question qui m'a été posée par plusieurs personnes vendredi, c'est comment on démarre, quelle est la doc, où elle est. Évidemment je n'en ai pas fait pour l'instant, je voulais arriver à quelque chose d'opérationnel avant de commencer à rédiger. Les sources sont hyper commentées, j'ai des to-do pour les étapes à suivre quand on crée un jeu, on va les suivre pour en faire un tout à l'heure, et vous avez plein de commentaires un peu partout. La XML doc est présent sur la plupart des classes, des méthodes, et des choses qui sont réutilisables. Évidemment, entre les exemples et ça, normalement, vous devriez pouvoir faire des petits trucs, que vous connaissiez le Pascal ou pas. Et évidemment, la suite, les jeux suivants seront développés là-dessus. Quand on reprendra les sessions de codage sur jeux vidéo classiques, sur les mises à jour, probablement en septembre, on essaiera de fusionner un petit peu ce que j'ai déjà fait à l'extérieur vers ce truc-là, histoire d'avoir un moule commun à tous les jeux, et donc de faire des V2 en fait de chaque, en partant là-dessus, et ce qui me permettra de le faire évoluer, puis surtout d'avoir un fonctionnement global sur lequel je pourrais retravailler et continuer à travailler. Donc pour les exemples, vous les avez sur le dépôt de code, vous avez aussi un hashtag que je rajouterai, et il y avait un exemple sur la présentation de la conférence qu'on va revoir dans quelques minutes. Les prochains jeux ils seront visibles avec le hashtag, donc c'est sur GitHub, je vais utiliser gfgsk-game dans mes trucs, et j'en ai un gfgsk pour le template, mais pas pour le starter kit, même s'il ne sert pas à grand chose, puisqu'il y aura a priori qu'un seul dépôt de code avec. En tout cas, tous mes jeux qui seront basculés dessus auront à nouveau ce truc-là, et donc vous pouvez les retrouver, et si vous en faites, n'hésitez pas à utiliser le même hashtag, le même topic, pour qu'on puisse les retrouver avec tous les autres, et avoir un global de jeux vidéo qui l'utilisent, et de faire des exemples dessus si vous partagez les dépôts de code, les codes sources. Pareil, si vous faites des jeux en Delphi, n'hésitez pas à rajouter Delphi, Delphi-game et Game Source dans vos topics sur GitHub et sur les autres sites de partage de sources, parce que ça permet d'avoir du linkage interne entre les trucs, et puis de gonfler un peu la visibilité de tout ça qui ne peut pas nuire. Alors, j'ai un truc pour faire des jeux, ce n'est pas un moteur de jeu, et mon Delphi Game Engine n'est pas non plus un moteur de jeu, hein. C'est juste un ensemble d'éléments pour faire des jeux, ou pour pouvoir simplifier des choses. Si vous voulez des moteurs de jeu en Delphi ou en Pascal, vous avez Castle Game Engine qui est le plus visible, Apus Game Engine qui est a priori un peu au point mort, mais qui permettait de faire des jeux aussi en Pascal, qui était l'un des plus... qui a plusieurs jeux qui sont dessus, qui sont plutôt bien foutus. Gorilla 3D qui est un moteur payant, avec une version gratuite pour les développeurs, mais en test je crois, enfin je sais plus trop quelle est la licence exacte maintenant de déploiement, mais c'est un truc récent, il fait que de la 3D, et c'est assez bluffant en termes d'affichage. Vous avez aussi Teal Engine, qui se base sur Tilde, ou Map Editor, je sais plus comment on l'appelle maintenant, avec un moteur 2D dessus, hexagonal, 2D classique, enfin, il y a plein de types d'affichage différents qui sont pris en charge. Par contre, c'est basé sur SDL, enfin SDL2, donc compilable que en Windows, ce qui est dommage. Puis vous avez un dépôt de code sur GitHub. Si vous cherchez Awesome Pascal, AWSOME Pascal, vous tomberez sur celui de Frost Brutal, qui est un récap de tous les, des projets Pascal Delphi importants et utiles, classés par catégorie, qui sont disponibles sur GitHub, et il y a une rubrique Game Dev. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil aussi, il y a pas mal de choses, et il y a d'autres moteurs, d'autres librairies graphiques, et d'autres unités, d'autres trucs pour faire du jeu. Il faudra d'ailleurs que je soumette le mien, et que je fasse des petites mises à jour autour, parce que j'ai plein de trucs qui sont susceptibles d'atterrir dans le dépôt. La suivante, donc pour moi, mon approche en fait sur le Starter Kit, c'est pour les devs.
apprendre le développement de jeux vidéo, faire des petits jeux. Enfin, je dis petit, mais en fait, rien n'empêche d'en faire des gros, hein. Simplement, bah, ce sera plus de codage. Donc, c'est pas un moteur de jeu, ça ne le sera jamais. Enfin, en tout cas, j'ai pas prévu de le faire. Vous pouvez en faire des jeux 2D ou 3D, puisque FireMonkey prend en charge les deux, en natif. En tout cas, l'affichage 3D est possible. Il y a des librairies pour le faire, mais on peut faire du jeu en 3D, il n'y a aucun problème. Grégory Berceger en a quelques-uns sur son dépôt de code et en démo. N'hésitez pas à les chercher sur son site. C'est aussi pour apprendre la programmation avec le Pascal, Object Pascal et Delphi, qui est un environnement assez simple à utiliser, globalement, enfin en tout cas, qui ne me semble pas avoir de difficultés particulières pour la prise en main, contrairement à d'autres qui ont des infos de tous les côtés, et on ne sait pas trop où on se retrouve. Voilà, et du coup, si vous voulez quelque chose de plus automatique, actuellement je vous conseillerais plutôt Castle Game Engine, qui a des outils de prise en, enfin de dessin de scène et autres, comme un moteur de jeu classique. Donc, je faisais une petite blague sur le fait que je parlais de jeu, mais je n'avais rien montré. Donc évidemment, on va corriger ça. Et là, il y avait la démo du Make Games in Delphi, enfin du programme d'exemple que j'ai fait pour la presse. Je vais juste vous le montrer rapidos. Du coup, la présentation, elle a des exemples, et il y en aura sur le dépôt de code, puisqu'on va en rajouter à partir d'aujourd'hui. Et je compte sur vous sur les prochaines Game Jam, évidemment, pour ceux qui s'y mettraient. Notamment la Ludum Dare 56 qui est du 4 au 6 octobre où je serai sur Twitch pour les 2 jours et des brouettes à coder un truc en live, évidemment basé dessus. Donc je compte sur votre participation aussi. Éventuellement à faire un truc à plusieurs si ça vous dit. Et puis il y avait les liens, donc les liens de la présentation, du Starter Kit, du Game Engine, et voilà. Donc ça c'était la présentation que j'ai faite pour la semaine dernière. Je vais juste montrer le programme de quiz. Sur la version debug qu'il faut que je parte. Puisque la version release ne cherche pas les fichiers dans l'arborescence de mon disque dur, mais dans celle de l'installation. Donc il y a un premier écran avec une fausse barre de chargement, d'attente. On a des trucs en bas à droite qui sont gérés par Delphi Game Engine. C'est un composant TDGE help bar. Si j'allume mon contrôleur de jeu, les icônes vont changer. Et donc j'ai soit les touches du clavier, soit les icônes qui correspondent à un contrôleur de jeu, s'il y en a un qui est détecté. Là je vais le faire à la souris. J'ai 3 écrans sur le menu, les crédits du jeu avec juste une fenêtre qui est un rectangle, enfin plusieurs rectangles imbriqués, puis un bouton. Play, qui est une fenêtre avec... hop, j'ai cliqué, j'ai pas cliqué. Et donc il affiche aussi une boîte de dialogue avec des rectangles et puis 2 boutons. Alors là, sur celui-là, j'avais fait light hein, pour les graphiques. Évidemment, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, ce qui est pris en charge, ce sont les manipulations au joystick. S'il est actif, on peut entièrement se déplacer dans l'écran, ou au clavier, ou à la souris, évidemment, quand on est à la souris. Et du coup, si ça marche à la souris, ça marche aussi au tactile, sur les smartphones et tablettes. Donc là, je choisis le bouton right, c'est celui qui est à gauche. 26 et 22, ça fait 48. LOL, oui, left bouton, j'y suis, LOL, on va dire l'autre, et ainsi de suite. Donc on a un score qui s'affiche, là en l'occurrence il est en haut. La partie score, nombre de vies et autres est gérée par la librairie, par le starter kit. Bon là je vais répondre à toutes les questions que je peux, je perds des vies. Vous l'entendez pas mais il y a un son qui est envoyé quand je clique sur les boutons. Voilà, et j'ai perdu. Donc il y a un écran de Game Over et il y a d'autres trucs qui sont fournis. Le jeu lui-même, il est assez simple. Je vais y aller dans Delphi. Et donc il est basé sur le Starter Kit. La seule chose que j'ai faite, c'est globalement personnaliser les sons, récupérer le fichier de configuration du projet pour lui définir les dossiers dans lesquels je travaille, les paramètres globaux du projet et les numéros de version. Et après, j'ai les notions de scène, les écrans. Donc là, j'ai personnalisé la scène de fond, scène background. J'ai une scène pour les crédits du jeu. J'ai une scène pour le jeu. J'ai une scène pour le game over. Et j'ai une scène pour le menu. Ce sont des frames. Et j'ai une scène splash screen pour l'écran d'accueil. Donc comme il se passe par-dessus le background, j'ai un seul background pour tous. Et les autres se mettent par-dessus. Évidemment, on peut gérer ce qu'on veut dans tous les sens. Là, en l'occurrence, j'avais ma barre de progression qui est en fait juste un rectangle centré.
une boucle qui fait le changement de valeur, et puis pour que ça tienne 3 secondes, c'est complètement bidon, mais c'est pour montrer que ça peut se faire. Toutes les scènes s'auto-créent, en fait. Quand je change de scène, je remplis la propriété current de tes scènes, qui est une variable globale, enfin qui est une fonction, une propriété globale. Je lui donne le nom de la scène, et dans tous mes écrans, j'ai une partie initialisation qui se référence auprès du manager de la factory des scènes, la création des scènes, et qui intercepte le message de création. Et dans ce message de création, on teste quelle est la scène que je veux créer. Là, sur le splash screen, j'intercepte le splash screen, et donc je crée ma scène splash screen, qui est cette classe-là. Dans les crédits du jeu, si j'ai besoin d'aller sur les crédits, je donne crédit à current de tes scènes, et ça déclenche un envoi de message qui demande la fiche crédit, si elle n'existe pas encore, et donc lui, il va intercepter crédit, il va créer sa fiche, plutôt son cadre, il va se référencer, et ça va déclencher son affichage. Et je gère un stockage des informations, donc une fois qu'elle a été créée, elle sera enregistrée, sauf si on l'a détruit. Et du coup, on a juste à hériter de tes scènes Ancestor, personnaliser notre truc, et puis voilà. Donc nos écrans vont être créés comme ça. Je vous laisserai regarder le source si vous voulez. J'avais fait une présentation en anglais du truc, elle sera disponible d'ici la fin de la semaine sur la chaîne YouTube Développeur Pascal. Donc là-dessus, j'ai créé une nouvelle playlist qui est ici, celle-ci, sur laquelle j'ai passé les rediffusions des sessions de codage et quelques jeux qui vont me servir comme exemple. Et j'y mettrai aussi les présentations en anglais et en français que j'ai enregistrées ou qui seront enregistrées plus tard pour les fonctionnalités. Donc si vous voulez en savoir plus, voir comment ça marche et pas forcément suivre Twitch, n'hésitez pas à vous référencer là-dessus. Et sur les playlists YouTube, vous avez la possibilité de suivre la playlist ou l'enregistrer et pouvoir y revenir plus vite les fois suivantes. Donc là j'ai le Snake et le Pong qu'on a développé la semaine dernière et qu'on va adapter pour le Starter Kit cette semaine. J'y rajouterai ce que je viens de vous présenter aujourd'hui sur le Starter Kit et sur la présentation. Et puis seront rajoutées aussi les rediffusions des autres éléments en mode le temps d'une tomate, hein, donc des sessions de entre 20 et 25 minutes. Découpées automatiquement à partir des streams que j'aurai remis en place pour Serial Streamer, sur lequel normalement vous avez aussi les vidéos qui sont diffusées, mais en intégralité par contre. Et j'en ai mis quelques-unes en accès libre. Donc la première de chaque sera dispo gratuitement, les suivantes seront sur l'abonnement, parce qu'il faut quand même que je vive un petit peu, et donc pour moi c'est les abonnements The Nabo et ces trucs-là qui sont censés me permettre de faire les streams et autres choses gratuites. Donc il faut quand même que je rajoute un petit peu des choses sur l'abonnement de temps en temps. Et donc là, globalement, entre la chaîne YouTube et sur laquelle il y a des choses, mais éventuellement avec les publicités chez eux et le cookie tracking et autres, The Nabo avec des trucs payants ou gratuits. Payant, ça commence à 7 ou 10 € par mois si vous voulez. Sachant que vous achetez des coupons, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, vous pouvez juste prendre un accès, et vous avez l'accès à l'intégralité des 300 et des brouettes vidéo actuellement, et les suivantes évidemment. Formation sur les autres sites et autres, hein. Vous avez vraiment tout pour un paiement unique. Vous pouvez aussi faire des subs sur Twitch, et je vous donne un accès de 7 jours, si vous voulez. Prime ou autre, pas de souci. Si vous faites un sub sur ma chaîne, vous avez un coupon d'accès de 7 jours à ça, et donc à utiliser quand vous voulez. Il n'y a pas d'expiration, par contre à partir du moment où ils sont actifs, la durée commence à se décrémenter. Donc voilà, vous aurez plein de trucs là-dessus, et du coup, je disais ça pourquoi? Oui, pour les exemples. Et évidemment les rediffusions quand elles seront en ligne, en direct des versions anglaises de la session qui a été enregistrée vendredi. Sur la présentation ici, Game in Delphi, c'est le live. Donc on a l'intro de Yann, qui me lance des fleurs comme à chaque fois. La présentation que j'avais faite en anglais qui a été un peu laborieuse, mais qui a été faite. Et derrière, il y a les questions-réponses qui n'étaient pas très très nombreuses, mais j'ai quand même quelques réponses à des questions. Donc faut pas hésiter à jeter un coup d'œil aussi si vous voulez. Voilà pour la partie présentation. Donc on va se regarder maintenant le template, enfin le fonctionnement global du truc. Donc j'enfile les lunettes. Et on devrait être OK. Alors, le Starter Kit. Ce truc-là, donc, il comporte quoi? Il comporte un dossier asset avec les exemples
enfin, les images que j'utilise dans les exemples qui sont fournis, avec des icônes de chez Kenny, enfin l'icône en debug et en release par défaut du projet, qui sont juste à personnaliser si vous avez envie de le faire, et vous pouvez utiliser PicMob Generator pour les personnaliser, comme ça vous n'avez pas à repalucher la mise à jour des icônes sur les projets. Des exemples d'icônes de chez Kenny avec l'input prompt et les puzzles, parce que j'ai eu besoin de faire des démos avec, histoire de montrer comment fonctionnent les fonctionnalités SVG et graphiques. Évidemment pareil, si vous en servez, n'hésitez pas à souscrire à ces kits de Game Asset, hein, notamment sur Itch, ou les télécharger directement de chez lui, histoire que ses stats gonflent sur les différents sites sur lesquels il est. Les prendre à la source plutôt que sur les copies, c'est toujours mieux. Dans les librairies externes, j'en ai 3 d'utiliser. Le About Box, donc ma fameuse boîte de dialogue, qui est active sur la touche F1 dans tous les projets qui seront générés, et qui est aussi active dans le menu sur Mac. Sur Mac, on a toujours un menu même quand on est en plein écran, et du coup j'ai rajouté un à propos pour tous les projets par défaut. Il n'est pas actif sous Windows, puisque quand on est en full screen, on n'a pas de menu sous Windows, contrairement au Mac. Delphi Game Engine, donc qui sert pour tout ce qui est librairie sous-jacente, et les librairies qui servent pour 2-3 trucs, notamment les affichages les ouvertures d'URL, les enregistrements de paramètres, le chiffrement des fichiers de paramètres et de jeux vidéo, et d'autres choses qui sont dans les librairies communes que vous pouvez utiliser dans tous vos projets. Donc ça, c'est les trucs qui s'automatisent. Vous utilisez sous module GitHub, enfin Git. Si vous ne passez pas par Git, il faudra les télécharger à la main. Donc comme sur les autres projets, hein, vous avez une partie source code installation. Si vous n'utilisez pas les trucs, vous avez ces dépôts là avec les liens et le dossier dans lequel ça doit être, si vous faites des zips. Mais comme je l'ai dit, il vaut mieux passer par Git pour le faire. Vous avez une présentation rapide si vous voulez savoir comment fonctionne Git. J'avais fait alors ici, normalement Git. Import nanana, utiliser Git avec Delphi. Vous avez cette présentation là, qui est accessible à tous si vous voulez voir comment utiliser Git de base dans les fonctionnalités qui sont fournies avec Delphi, et j'en avais fait une autre. Suite à une question de Serge Girard, il me demandait un petit tuto rapide de comment ça fonctionne. J'avais aussi fait un truc ici, une présentation plus classique, juste avec les fonctionnalités de base qui sont celles que j'utilise. Ça dure 10 ou 20 minutes, 40 minutes quand même. Vous l'avez ici, si vous voulez, pareil, c'est accessible à tout le monde. Alors ça, c'est du guide pur, hein. Et j'ai des liens dedans si vous voulez le voir des choses en anglais. Il y avait quelques présentations qui ont été rajoutées. Oui, voilà, ici, Git Demystified de Rich Dudley, qui a été faite lors de la DelphiCon 2023, qui est plutôt complète, avec les commandes à faire en dur, en plus des interfaces utilisateurs, de quelques interfaces qui permettent de le gérer. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Donc on a les sous-modules en lib externe, on a un paquet pour Delphi 12 Athènes. Je ne ferai pas je testerai pas le starter kit dans les versions antérieures. Normalement ça fonctionne, mais comme j'utilise les chaînes multilignes dans mes sources, il faudrait revenir dessus, refaire des changements, donc je n'ai prévu que la version Athènes. Ce paquet de composants installe en fait les composants qui viennent du Delphi Game Engine et de la boîte de dialogue. Donc c'est un groupe qui récupère les autres. Si vous utilisez pas ces librairies externes de façon autonome, il y a juste à aller dans paquet Athènes, là. Un clic droit sur chaque en installer, dans l'ordre. Il vous rajoute les composants et du coup ils sont référencés dans l'IDE, vous pouvez travailler sur le starter kit après. Si vous avez déjà ces unités avec les composants installés, c'est pas la peine de le faire ici. Évidemment, je mettrai ça à jour au fur et à mesure des ajouts de nouveautés. Ensuite, après les paquets de composants, vous avez le starter kit lui-même et on va rajouter des samples. Alors le starter kit lui-même, voilà à quoi ça ressemble. Il y a donc un dossier ancêtre pour les scènes et les éléments graphiques. Alors là, je ne veux pas vous le montrer, on va le faire en direct. J'ai des exemples de boutons, j'ai des exemples de scènes, et puis j'ai le projet lui-même. Alors je ferai une version minimale du projet sans les trucs à enlever. Là c'est un projet fonctionnel avec des éléments qui fonctionnent et différents écrans. Non graphiques, hein, de base, pour montrer les fonctionnalités du truc. Voilà, donc il se lance.
J'ai donc un système de boutons avec la prise en charge du gamepad et des flèches, hein, si on veut. Alors là, ce sont des boutons Delphi classiques, hein. Donc le focus, on ne le voit pas trop. Et donc si je fais New Game dans un jeu, je peux éventuellement changer mon score, par exemple. Il est affiché derrière la boîte ici. On peut changer le niveau aussi, il est en bas, et on peut changer le pseudo de l'utilisateur si on veut. Pareil, il est affiché en bas, c'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Ces trois trucs-là sont gérés au niveau de la classe, enfin Game Data. L'affichage se fait par envoi de message. Le Game Data n'a pas besoin de savoir si c'est utilisé ou pas à l'écran. Donc ces trucs-là modifient le Game Data, ce qu'il faut faire dans vos jeux, et derrière, l'affichage est géré de façon autonome. On peut gagner, perdre ou mettre en pause. Si je fais une pause, j'ai aussi la possibilité de reprendre le jeu là où il était. Sinon, je peux refaire un nouveau jeu. Si je reviens sur le jeu, je peux gagner le jeu. Donc j'ai un écran Game Over Win, avec un bouton en bas pour en sortir. Et dans ce cas, je peux éventuellement aller sur le Hall of Fame et d'autres trucs. Donc ces fonctionnalités de base existent, permettent de voir comment s'enchaînent les écrans et comment vous pouvez les prendre en charge dans vos projets. Là par exemple j'ai juste du texte, il est affiché en noir sur fond noir, donc forcément ça se voit pas, mais il y a le fonctionnement. Dans les exemples de boutons, alors là on a les unités, les fichiers extérieurs dont je me sers. Dans les exemples de boutons, j'ai fait un bouton pour le quiz, et du coup je vous ai montré ici comment s'en servir. Donc j'ai le template, en fait j'ai un ancêtre global hein, qui est le T bouton ancestor, qui n'a pas de graphisme, il contient juste les choses à faire. Quand je crée un bouton, j'hérite de ce truc là, et à moi dans mon bouton de faire le look. Donc là en l'occurrence sur celui-ci, j'ai un layout quand il est appuyé, avec un rectangle, une ombre et puis un texte. J'ai un layout quand il n'est pas appuyé, pareil, et j'ai un rectangle de sélection. Le code de ce truc-là est très simple, il gère juste l'affichage et le masquage dans le repaint. Je veux faire un bouton personnalisé, j'hérite de tes boutons ancestor, je fais mon design dans Delphi, je gère l'affichage et le masquage des zones, en fonction des états du bouton. Et c'est tout. Ça prend en charge le clavier, le game controller et la souris. Évidemment, après, je peux éventuellement l'utiliser tel quel dans mes écrans, ou en faire un descendant, comme je l'ai fait ici, avec un texte dessus. Donc là, ce serait un quiz hello bouton. Je pourrais faire un quiz back bouton, et ainsi de suite, si je veux mettre directement le texte dans mes écrans, avec plutôt que des XXX, comme je l'ai fait ici. N'oubliez pas de gérer le texte vous-même, hein. Évidemment, le bouton de base ne sait pas comment vous affichez les trucs, donc c'est à vous de le gérer. Alors, dans le bouton Hello, par exemple, j'ai juste pris le truc, je suis descendu de l'autre, et puis j'ai mis mon texte dans le concepteur de fiches. Sur les propriétés texte, je les ai remplies, puis voilà. Et donc je peux poser un bouton Hello sur mes écrans. C'est hyper simple à utiliser. Du coup, je suis reparti sur le même principe, j'en ai fait plusieurs pour vous en montrer d'autres. Donc là, c'est un ensemble de rectangles. Sur Egg Hunter, qui était un jeu que j'avais fait quelques années maintenant. Donc Egg Hunter fonctionne au joystick et au clavier, mais pas le menu, parce qu'il n'était pas encore pris en charge. Et du coup, on va basculer sur le Starter Kit pour prendre en charge ça, ou d'une manière générale, on va essayer de récupérer les trucs du Starter Kit pour les prendre en charge. Enfin, de Delphi Game Engine pour les prendre en charge. Là, je suis obligé d'y aller avec la souris. Évidemment, je ne veux pas. Mais j'avais des boutons faits avec des images de chez Kenny. Ces boutons-là, je les ai recréés dans mon Starter Kit en exemple. Donc j'ai un descendant de l'ancêtre qui fait le dessin, pareil, un rectangle en background quand il est en on et en off, un texte par-dessus, éventuellement, un petit logo à côté. Le logo en question, il affiche une flèche. Alors je vais vous montrer la scène qui sert pour les exemples de boutons. Donc cette flèche-là, c'est ce qui est affiché quand le bouton est sélectionné. Et donc mon repaint, il change la visibilité du background on ou off, up ou down. Il rajoute le texte dans l'écran en fonction de ce que j'ai saisi dans la propriété texte de mon ancêtre en fait. Et il bouge, ou plutôt il affiche ou il masque la main. Quand l'écran est sélectionné, quand le bouton est high focus, je l'affiche, quand il l'a pas, je l'enlève. Pareil, j'en ai fait un bouton avec autre chose derrière. Évidemment, ce truc-là gère les traductions. Donc si j'ai envie de traduire mon texte, CTRL espace, traduc, on select texte, Maj CTRL C, je reçois la langue en paramètres, à moi de faire un case dessus, et puis ou un if,
et de mettre les différents textes, ou d'utiliser un système de traduction qui se baserait là-dessus. C'est géré en automatique, c'est géré par le Starter Kit. Hop, donc là j'ai celui de Egg Hunter, j'avais fait Plumetrice aussi, donc Plumetrice, c'est mon truc de tuyau fait pour la Canijam de juillet. Donc là j'ai utilisé SVG pour celui-là, et donc j'avais déjà un système de sélection, alors là en l'occurrence j'avais déjà pris en charge le clavier et le reste. Hein. Et donc Plumetrice, je vous ai refait le bouton pour Plumetrice avec dans le Starter Kit, donc on a un seul rectangle et un texte. Selon l'état du bouton, bah, je vais dessiner un SVG dedans en utilisant les fonctionnalités SVG que j'ai déjà utilisées dans les jeux. Les SVG, je m'en sers de la même façon, c'est ce que j'avais fait sur Plumetrice, que j'ai utilisé sur celui-là. Et vous pouvez vous en servir aussi, ce sont des images qui viennent de chez Kenny, et donc elles sont réutilisables. Et pareil, donc il n'y a que la partie Repaint qui est faite, et puis j'en ai fait un descendant avec World dessus. Donc dans vos projets, bah, si vous avez envie de réutiliser ces trucs-là, vous les rajoutez, vous rajoutez le fichier, vous en descendez pour faire le vôtre, et puis pour le personnaliser, et puis voilà. Sport Glue, alors pareil, Sport Glue, donc c'est le jeu multijoueur que j'ai commencé l'an dernier pour la Canijam 2023, sur laquelle j'ai galéré pour la partie client-serveur, parce que je veux faire un truc multijoueur. Multijoueur qui a donné lieu au SM Code Socket Messaging Generator. Donc Plumetrice, j'ai les boutons, c'est du jaune, si j'appuie dessus, bah, il change de look. Alors là j'ai utilisé aussi une fonte graphique que j'ai pas remise dans le Starter Kit, mais qui peut être réutilisée. Et donc ça fonctionne comme ça. Je peux sortir. Et donc j'ai refait un bouton pour qui inspiré de celui de Sport Glue. Donc même chose, j'ai un descendant qui utilise des images, c'est du bitmap, en down et en up, avec du texte par-dessus, et éventuellement un truc pour le focus. Là en l'occurrence je suis passé par un TPass pour faire une coche. Le code source, même principe. Il y a juste le repaint qui a surchargé pour pouvoir afficher les informations. Et donc, quand j'utilise tout ça, bah, c'est assez simple en fait. Je suis dans une fiche, enfin plutôt une scène, je vais dans mon écran et je le rajoute. Alors si je le fais sur le game save, sur le bouton menu par exemple. Le menu, il est où? Scène, menu, elle est là-haut. Oui, j'avais fait un sous-dossier scène, ok, et donc c'est scène home. Dans ma scène principale, j'ai différents éléments. Ici, je vais cliquer là. Je vais rajouter un bouton de Egg Hunter, par exemple. Je les ai dans les cadres. Et donc c'est un bouton Egg Hunter Ancestor ou directement le NU avec son texte. Voilà. J'ai mon bouton. Je le mets à l'écran où je veux. Donc là, en l'occurrence, je vais le centrer. Et je vais le référencer dans la liste des boutons de mon écran. Ici. Je fais un add control sur les éléments d'interface. Mon contrôle c'est Egg Hunter, alors je vais pas rebaptiser, hein, donc je vais laisser le nom qu'il a actuellement. Ça, son bouton précédent, alors on est sur du up-down, c'est pour les manipulations clavier et au contrôleur de jeu. Le bouton au-dessus, on va dire que c'est le bouton quitter. À droite, il n'y en a pas, à gauche, en bas, il n'y en a pas, et à gauche, on va dire que ce sera quitté aussi. Voilà. J'exécute mon écran, enfin mon jeu. Il est référencé dans le tout, et donc là, je peux aller dessus, ou en partir, avec les flèches. C'est aussi simple que ça. On met nos trucs à l'écran et puis on gère, on fait un peu de code pour le rajouter, c'est du copier-coller, tout est géré. Évidemment, si je clique dessus, il ne se passe rien puisque j'ai pas de on-click sur mon élément. Là, en l'occurrence, le clic, je l'ai fait avec le clavier. Donc voilà, le principe pour les boutons, c'est ça. Pour les boîtes de dialogue, bah, c'est simplement des rectangles qu'on met en fond et puis on fait ce qu'on veut. Enfin, on est entièrement libre de faire ce qu'on veut avec sous forme de scène. Donc je vous ai montré les scènes et ça, je vais vous montrer comment on change de scène. Donc c'est le current qu'on change. Là en l'occurrence j'avais fait une scène avec que des boutons, qui est celle-ci.
pour tester les boutons. Donc là j'ai mes 4 types de boutons d'exemple avec un texte ici qui est mis à jour par le onClick et un bouton back. Dans le code source, j'ai juste les clics qui sont gérés. Si je clique sur le bouton back, je retourne sur la scène home et mes boutons ils sont associés à celui-là. Et donc j'associe mes éléments, mes boutons, leur onClick à l'événement, parce que je ne l'ai pas fait dans l'écran, je l'ai fait ici. Je fais des add control pour chaque, et voilà. Donc là j'ai mon chaînage à l'écran, et j'ai rajouté la help bar, comme on l'avait fait sur d'autres trucs avant, sur Plumtree. Donc j'ouvre ma help bar, je rajoute un élément, l'icône avec du texte, ou l'icône tout court, sans texte. Et j'ai mon référencement de la fiche, en auto-création. Donc la scène que je veux démarrer, c'est celle-ci. Si je veux commencer par ça, je vais dans mon fichier const. Quelque part, il y a la scène de démarrage. Donc là, c'est le default scène on startup. Je masque celui-ci parce que je veux plus que ce soit celui-ci. Je mets mon test bouton, F9, et j'ai mon écran test bouton. Ce qui permet éventuellement d'aller tester le 5e tableau d'un jeu qui en a plusieurs, sans passer par les 4 précédents. Alors j'ai bien mon truc en bas à droite avec les informations qui switch quand j'active le contrôleur de jeu, et je peux bien me déplacer sur les boutons et les tester. Et en haut, si je clique sur le NU, j'ai bien cliqué sur le Egg Hunter. Le iUse Delphi, c'est bien celui-ci, World, c'est celui-là, et ainsi de suite. Donc ça permet de tester mes trucs. Échappe. J'arrive sur l'écran d'accueil, échappe. Voilà, donc le Starter Kit, il est globalement simple. En tout cas, je trouve qu'il est fait de façon assez simple pour pouvoir travailler. Maintenant, on va créer un jeu. Donc pour créer un jeu, je vais créer un projet à partir du projet d'exemple. Alors je ferai une version minimale parce que là il y a plein de trucs qu'on va dégager. Je ferai une version minimale sans ces trucs-là. Juste avec les unités de base.